Bonsoir à tous, nous nous retrouvons pour notre deuxième séquence de l'Université de la vie, intitulée ce soir « Une réalité à écouter ». Nous allons maintenant changer complètement de sujet et aborder une question d'actualité très complexe et très douloureuse, celle des demandes de transition de genre. C'est Pauline Quilon qui va se charger de cet enseignement. Pauline est journaliste agrégée en lettres modernes et elle est spécialiste des questions de société. Elle est également l'auteure d'un essai sur ce sujet qui s'appelle « Enquête sur la dysphorie de genre ». Il nous a semblé que dans cette formation sur la réalité, on ne pouvait pas faire l'économie de ce sujet qui est devenu, vous vous en êtes sûrement rendu compte, majeur et massif dans notre société. C'est une réalité douloureuse que nous ne pouvions pas éluder. La figure de l'enfant trans, confidentielle en France il y a encore 5 ans, acquiert depuis peu une visibilité remarquable dans les médias. Parallèlement, de jeunes enfants et des adolescents expriment un malaise dans leur sexe et déclarent vouloir en changer, soit en adoptant le style vestimentaire de l'autre sexe, soit en demandant à être prénommés par un prénom de l'autre sexe, ou encore en réclamant de prendre des hormones afin de changer leur apparence corporelle. Très nombreux aujourd'hui sont les enseignants à avoir dans leur classe un élève qui demande à changer de prénom ou à être genré au masculin pour une fille, au féminin pour un garçon. On sait aujourd'hui qu'environ 1 millier d'enfants est suivi à Paris dans les 3 services qui les accueillent, à savoir Robert Debré, la Pitié-Salpêtrière ou encore le Centre interhospitalier d'accueil permanent pour adolescents. Le premier service, ouvert en France en 2013 seulement, avait alors accueilli 3 enfants. Aujourd'hui, ce sont 5 enfants qui frappent chaque semaine à la porte de Robert Debré, selon les déclarations à la presse des psychiatres de ce service, soit plus de 260 par an pour ce seul hôpital. Dans le même temps, 9 services spécialisés ont ouvert dans des villes de province, ce qui atteste du caractère exponentiel de cette demande de la part des mineurs. Il faut y ajouter tous ceux qui suivent des parcours de transition dans le privé et tous ceux qui procèdent à des transitions sauvages en se procurant des hormones sur Internet et dont il est impossible de connaître le nombre. Plus significatif encore, les chiffres qui décrivent le phénomène dans les pays anglo-saxons, où il est apparu 10 ans avant nous, sont en hausse constante et exponentielle. Est-ce que ce serait un simple rattrapage de la part d'enfants qui auraient enfin la possibilité d'exprimer ce qu'ils ressentent vraiment, sans subir l'oppression d'un tabou? C'est la thèse que défendent les instances médicales internationales, l'OMS en tête, qui prône une dépathologisation totale de ce qu'on appelle la dysphorie de genre. La dysphorie de genre, c'est cet inconfort dû à une non-congruence entre le sexe biologique et le sexe ressenti. En 2019, l'OMS a retiré la transidentité de sa classification des troubles mentaux et l'a ajoutée à la section concernant la santé sexuelle. Ressentir une telle incongruence ne serait ni une maladie, ni un trouble. Le corollaire de cette dépathologisation est une approche exclusivement affirmative de la transidentité. L'approche transaffirmative consiste à considérer que toute personne qui dit appartenir à un autre genre que celui de son sexe de naissance doit être soutenue afin que lui soit accordé ce droit à l'autodétermination. Inversement, les psychologues qui tenteraient d'encourager une personne à se réconcilier avec son sexe de naissance sont suspectés de promouvoir ce qu'on appelle des thérapies de conversion, voire carrément de maltraitance. Des pays avant nous se sont aventurés dans cette démarche exclusivement transaffirmative. Depuis 20 ans, la Suède, la Finlande et l'Angleterre accordent aux mineurs le droit à autodéterminer, donc à choisir, leur genre. Pourtant, très récemment, ces 3 pays ont fait marche arrière
et interdisent désormais de procéder à une transition médicale chez les mineurs. Ils leur refusent également la transition sociale, c'est-à-dire la possibilité de vivre sous l'identité de l'autre sexe. Ils privilégient désormais l'approche psychothérapeutique, celle-là même déclarée néfaste par l'OMS et par les organisations mondiales spécialisées. Qui a raison dans ce débat ? L'enfant sait-il mieux que personne qui il est, ou bien faut-il le contraindre à la patience jusqu'à sa majorité ? Le sexe est-il défini à la naissance, ou bien est-il un donné social en construction ? Une chose est bien établie, la majorité des enfants en Suède ou en Angleterre qui ont eu recours à une transition souffraient de troubles de la personnalité, de troubles de l'attention. On a découvert qu'une grosse proportion d'entre eux entrent dans le spectre de l'autisme. Beaucoup souffrent de troubles de la personnalité ou encore ont subi de lourds traumatismes comme des agressions sexuelles, des violences physiques ou du harcèlement. Ces troubles sont-ils cause de la dysphorie de genre ou au contraire, comme le soutiennent les associations LGBT, ce serait le rejet de la transidentité par une société qui serait transphobe qui expliquerait la survenue de ces différents troubles. Le débat n'est pas tranché. Les tenants de cette seconde interprétation peuvent légitimement constater que de nombreuses personnes, notamment des adultes, ont ressenti un soulagement profond et durable grâce à la transition médicale. Ils avancent aussi que ce sentiment traverse toutes les cultures et peut apparaître dès la plus jeune enfance et obséder avec force la personne tout le long de sa vie. Pourtant, on se rend compte que les chiffres du suicide dans cette population viennent relativiser l'efficacité de la transition médicale pour apaiser la souffrance de la dysphorie de genre. Une étude suédoise a suivi une cohorte de personnes qui ont transitionné. Après 20 ans, ces derniers étaient malheureusement 20 fois plus à risque de se suicider que le reste de la population. Dans les pays qui ont autorisé avant nous la transition médicale des enfants, le Canada ou l'Angleterre notamment, il apparaît depuis quelques années une figure nouvelle, celle du détransitionneur. Sur le réseau social Reddit se trouve un sous-groupe qui réunit ceux qui cherchent à faire le chemin en arrière ou bien décident de mettre fin à leur transition. Tous les jours, de nouveaux témoignages sont publiés qui racontent des histoires tristement similaires. Ce sont des jeunes adultes qui ont développé une très vive et douloureuse dysphorie, souvent au tout début de la puberté. Un grand nombre d'entre eux rapportent avoir cru qu'il était vraiment possible de changer de sexe, qu'il suffisait d'avoir le courage d'aller jusqu'au bout. Si le soulagement promis n'arrivait pas à la suite de la prise d'hormones, ils trouvaient en ligne, dans leur communauté de personnes en transition, des encouragements à aller plus loin pour enfin atteindre la paix ou encore des invitations à lutter contre, je cite, leur transphobie intériorisée. Quand le doute et la désillusion se sont installés, beaucoup ont craint de perdre ce soutien de leur communauté et d'être à nouveau rejetés, voire traités de transphobes. Nombreux aussi sont ceux qui reprochent aux adultes de n'avoir pas mis un frein à leurs désirs, de ne pas les avoir interrogés, ni d'avoir cherché à savoir ce qui se cachait peut-être derrière leur conviction d'appartenir à l'autre sexe. C'est ainsi qu'en Angleterre, la clinique Tavistock, la seule à accueillir les mineurs voulant une transition, vient de fermer à la suite d'un millier de plaintes d'anciens patients et membres de leur famille qui les accusent de mutilation et de maltraitance. Certains, certes, détransitionnent et déclarent ne pas regretter le chemin qu'ils ont parcouru et qui a pu les aider à un moment de leur vie. Ils affirment qu'ils continuent à explorer leur genre par d'autres voies. Mais ils peuvent alors être tentés de minimiser la souffrance de ceux qui, au contraire, vivent de façon très douloureuse l'impossible retour en arrière et décrivent leur parcours comme une mise sous influence sectaire qui a instrumentalisé leur souffrance
et qui les a conduits à des actes d'automutilation irréversibles, par exemple la mammectomie ou l'ablation des seins, possible en France dès l'âge de 16 ans. Ou encore l'administration de bloqueurs de puberté puis d'hormones qui a pu provoquer leur stérilité. Ceux qui restent dans le déni face à cette souffrance estiment qu'ils sont les seuls à prendre en compte la réalité, celle de l'existence des enfants trans. Les partisans de la patience, eux, seraient dans une grille de lecture idéologique qui consiste à nier leur existence pour défendre une société où la norme serait d'être de manière univoque homme ou femme et hétérosexuel. Au fond, il y a un désaccord sur ce qu'est réellement une personne. Qui suis-je? Ce que je déclare de moi? Ce dont je fais seule l'expérience? M'accepter, serait-ce consentir à tout changer de moi, y compris par la technique, pour me mettre en accord avec un ressenti intérieur dont je n'aurais pas à rendre compte? La réalité, au contraire, ne s'impose-t-elle pas à moi comme une limite, comme quelque chose que je ne choisis pas et que je devrais accepter pour déployer toutes mes capacités? M'accepter reviendrait alors à apprendre à aimer ce qui est donné. La pensée qui soutient l'existence de la transidentité et défend l'autodétermination des enfants est fragile parce qu'elle nie l'expérience commune des sens et le fait que nous sommes hommes ou femmes, parce qu'elle nie l'expérience de ceux qui ont souffert d'avoir cru aux promesses de la transition. Tôt ou tard, elle sera contestée, comme en Suède. En attendant, parents et éducateurs peuvent se rappeler qu'il leur appartient de donner aux enfants l'amour de cette réalité. À charge pour eux de leur proposer un visage juste et bon de la masculinité et de la féminité, loin des stéréotypes. À la condition d'avoir retenu cette leçon, les nouvelles générations ne veulent pas d'un monde d'oppression et de discrimination. Ils rêvent d'égalité réelle et d'accueil de chacun dans sa différence. C'est sur ces aspirations sincères que les éducateurs peuvent s'appuyer pour écouter la détresse spécifique aux enfants de ce temps et y répondre d'un cœur ouvert et sans jugement. Nous avons parlé de Tadéo, de SOS Fin de Vie, et puis le plus ancien service d'écoute chez nous est SOS Bébé, qui écoute les femmes enceintes en difficulté. Des milliers de femmes ont déjà été écoutées depuis la création de ce service, ce qui nous donne un regard à la fois approfondi et assez vaste sur la réalité de l'avortement aujourd'hui. C'est un sujet sensible et très important que nous allons aborder maintenant avec Caroline Roux. Caroline est directrice générale adjointe d'Alliance Vita et elle coordonne depuis de nombreuses années ce service d'écoute SOS Bébé. Elle va nous aider à décrypter les mobiles qui guident les politiques publiques et les différentes situations qui conduisent à l'avortement aujourd'hui. Caroline Roux. L'avortement est un sujet à haute tension et souvent source de malaise. L'IVG touche en effet à l'intime des vies et certains d'entre nous, on peut y être confrontés de près ou de loin. Alors, quelle est la réalité des situations en 2023 ? Le nombre d'avortements n'a jamais été aussi élevé en France et en même temps, les revendications pour élargir les conditions se font toujours aussi pressantes. 223 000 avortements ont été pratiqués en 2021 pour 742 000 naissances. Le taux d'IVG tend à augmenter, atteignant 15,5 pour 1000 femmes en âge de procréer, plus du double du taux de nos voisins allemands. Le revirement de la Cour suprême des États-Unis a eu l'effet d'une bombe dans les milieux militants. Occasion pour revendiquer en France d'inscrire un droit à l'avortement, entre guillemets, dans la Constitution. Nulle femme ne doit être privée du droit à l'interruption volontaire de grossesse. C'est la formule retenue par le groupe majoritaire Renaissance pour tenter d'inscrire l'avortement dans la Constitution. Cette disposition apparaîtrait juste après l'interdiction de la peine de mort, ce qui n'est pas sans interroger. Pourtant, certains avortements font l'objet de réprobation. La France a réaffirmé l'interdiction d'avortement sélectif selon le sexe,
condamnation largement partagée par les instances européennes et au niveau de l'ONU. Alors, pour tenter d'éclairer la réalité de l'avortement aujourd'hui, je vous propose d'abord de prendre un temps pour décrypter les mobiles qui guident les politiques publiques, puis d'analyser les situations qui conduisent à l'avortement. Nous nous interrogerons enfin sur la possibilité de mettre en œuvre des politiques de prévention. Alors aujourd'hui, les mobiles qui guident les politiques publiques sont essentiellement inspirés de courants militants, avec comme premier postulat que l'avortement est considéré comme un élément majeur de l'égalité entre les femmes et les hommes. L'avortement représente d'ailleurs le symbole suprême de la libération des femmes, libération de la domination masculine, et puis libération de l'assignation des femmes à leur fonction procréatrice, à l'injonction à la maternité. Les slogans « jouir sans entrave »,« un enfant si je veux, quand je veux » de la révolution sexuelle se sont transformés dans le triptyque « sexualité, contraception, avortement, un droit, mon choix, notre liberté », comme l'affiche le planning familial. Politiquement, l'avortement a été légalisé sur un compromis comme une dérogation à la protection de la vie de l'enfant à naître en raison de la détresse des femmes, avec des conditions qui se voulaient strictes. Cependant, dès 1975, la loi a autorisé les avortements sans condition de délai pour cause de handicap. Alors, ce n'est pas sans répercussion sur le regard que pose la société sur la vie humaine avant la naissance, et en particulier l'appréhension du handicap et de la différence. Progressivement, on a glissé de la notion de détresse vers la notion de grossesse désirée, entre guillemets, et deux courants se sont dessinés qui traversent encore la société. Un courant pour qui l'avortement devrait être marginal, avec la diffusion des techniques de contraception, et puis un autre plus radical qui prétend que l'avortement fait partie de la vie des femmes. Et c'est ce dernier qui a souvent l'oreille des pouvoirs publics. Alors comment est-ce que cela se traduit ? Tout ce qui pourrait limiter l'accès à l'avortement est présenté comme une atteinte potentielle à la liberté des femmes, à leur droit de disposer de leur corps. C'est ainsi que la loi a évolué une dizaine de fois depuis la première légalisation. Les mesures qui pouvaient soutenir les femmes enceintes ont été retirées progressivement, que ce soit les entretiens pré-IVG, le délai de réflexion, la notion de détresse, l'information sur les aides et les droits des femmes enceintes lors des consultations d'IVG. Pourtant, les militants ne cessent pas de se victimiser, ils dénoncent le manque d'accès à l'avortement, alors même que l'on a multiplié les prescripteurs avec l'ajout des sages-femmes, et puis aussi des lieux pour l'obtenir. On peut avorter à domicile via les médecins en ville, dans les centres de santé ou dans les centres de planification qui viennent d'être rebaptisés en centres de santé sexuelle. Les délais ont été allongés à 2 reprises, de 10 à 12 semaines, maintenant à 14 semaines, au prétexte que 5000 Françaises iraient avorter hors délai à l'étranger, chiffre en réalité très gonflé et démenti par le Comité national d'éthique notamment. Depuis quelques années, c'est la clause de conscience spécifique des professionnels de santé qui est remise en cause, et la dernière tentative de la supprimer a échoué devant la levée de bouclier des médecins. Cependant, cette fuite en avant vers toujours plus de banalisation est invoquée au nom d'un second postulat auquel il est nécessaire d'apporter de sérieuses nuances. Toute femme qui veut avorter, avortera, soit de façon sûre et sécurisée, soit en mettant sa vie en danger, avec des avortements clandestins. Pourtant, nous sommes témoins qu'une femme qui se pose la question de l'avortement ne signifie pas pour autant qu'elle le désire clairement. L'expérience montre que le regard extérieur posé sur des situations personnelles peut avoir un impact déterminant sur la poursuite ou non d'une grossesse, et spécialement quand les perspectives d'accompagnement ne sont pas offertes. La question des avortements clandestins pose, elle, des questions d'un autre ordre. Il est bien sûr dramatique que des femmes meurent à la suite d'avortements non sécurisés. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, 39 000 femmes décéderaient chaque année des suites d'un avortement non sécurisé. À Vita, nous sommes analysé les études utilisées par cet organisme international
Et elle montre de sérieux biais dans les modèles prédictifs utilisés. Notamment la catégorie avortement inclut également les fausses couches et les grossesses extra-utérines. Donc il serait avant tout nécessaire d'obtenir des données fiables pour agir sur les véritables causes et conduire une véritable prévention efficace de l'avortement. Concernant les avortements illégaux, on ne peut pas passer sous silence que les normes sociales pèsent sur le sentiment de rejet que peuvent ressentir des femmes en raison de leur grossesse. Pensons à cette expression de « fille-mère » entre guillemets, très stigmatisante, attribuée aux femmes enceintes hors mariage il y a quelques années. Ce qui va brouiller les esprits, c'est la manière dont les militants entremêlent des situations très différentes à travers le monde, et spécialement des violations évidentes des droits humains qui soumettent des femmes au pouvoir arbitraire des hommes. Selon certaines cultures, des femmes enceintes hors mariage sont menacées de mort ou d'exclusion. Et pour nous qui accompagnons parfois des femmes enceintes en réel danger, qui sont rejetées par leur famille et leur communauté, ces situations invitent avant tout à les protéger et à œuvrer pour le respect des droits humains. Comme d'ailleurs pour les violences sexuelles, qui sont d'abord une grave injustice à combattre. Récemment, les médias français ont relayé le drame de la mort d'une jeune Marocaine de 14 ans à la suite d'un avortement. Alors que la jeune fille avait été victime d'abus sexuels répétés, on ne trouve aucune condamnation de la situation de violence. La seule revendication militante concerne l'absence de légalisation de l'avortement au Maroc. On voit combien l'idéologie conduit à une approche du réel obscurcie par une croyance totalisante, je dirais, qui ne souffre aucune remise en question. Cette définition correspond bien à ce que nous constatons avec ce type de comportement. J'ai pris un peu de temps pour décrypter les mobiles qui sous-tendent le contexte actuel, car ils conduisent à confisquer vraiment une réflexion sérieuse. Pourtant, ils ont dessiné depuis une cinquantaine d'années des nouvelles normes sexuelles et procréatives qui nécessitent d'être questionnées. Ce qui est présenté comme un choix s'est progressivement imposé à tous. Le contrôle de la fertilité est organisé et vécu comme une norme sociale et sanitaire. L'enfant programmé est devenu la norme. En réalité, la maîtrise totale de la fécondité se révèle illusoire. Les échecs de contraception sont plus nombreux qu'on ne le pense. En France, 72% des femmes qui avortent disent suivre une méthode de contraception. Ces taux sont variables suivant les pays, aux alentours de 60% en Belgique. Résultat, la plupart des grossesses inattendues surviennent ainsi par oubli de pilule, mauvais usage du préservatif ou grossesse qui aussi se poursuivent sous pilule, patch ou stérilet. Nous observons que ce qui est présenté comme un instrument de libération des femmes et de la sexualité peut se retourner contre elles et également piège les hommes. Cette approche qui prétend libérer la sexualité de la procréation a finalement multiplié les cas de grossesse imprévue dans des contextes plus complexes et variés du fait de la fragilité des engagements de couple. Jeunes, moins jeunes, en couple stable ou pas. Ce sont les femmes de la tranche 20-29 ans qui avortent le plus fréquemment. Alors, sans prétendre généraliser, nous remarquons cependant un certain nombre de constantes dans les situations. À partir des paroles de femmes reçues dans notre service, nous observons combien les femmes ont intégré la notion de grossesse désirée, entre guillemets, tout en se culpabilisant de leur ambivalence face à la réalité d'une grossesse inattendue qui se traduit par des expressions comme « j'ai ressenti une grande joie et à la fois une grande panique »,« je suis fière et en même temps angoissée ». Confrontée à la réalité de la grossesse, le désir peut évoluer et la plupart des femmes nous le disent, elles ont bien conscience que la vie d'un nouvel être humain est inaugurée. Une jeune disait « Ils ont beau dire que ce n'est qu'un amas de cellules, pour moi, c'est un bébé ». Une autre « Est-ce que ce serait égoïste de faire naître un enfant qui n'aura pas de papa ?» Les femmes ont droit à ressentir cette ambivalence, à hésiter, à être particulièrement soutenues et entendues dans ces moments-là, sans pour autant être prises au mot trop vite en consultation d'IVG.
Ce qui va interroger les femmes qui hésitent à poursuivre leur grossesse, c'est d'abord la solidité du lien avec le père, et puis les conditions de vie, la situation professionnelle, les études, les conditions économiques et affectives d'accueil de l'enfant. Nous observons que la demande d'avortement est souvent suggérée, voire imposée par les hommes, ce qui est bien éloigné de l'égalité annoncée. Face à une grossesse imprévue, les hommes expriment souvent une impression de dépossession, de se sentir piégés, trahis. On n'avait pas décidé, je n'ai pas décidé avec toi. Avec, pour certains, l'angoisse à la pensée d'un engagement durable. La réaction négative plus ou moins violente de leur partenaire est très angoissante pour les femmes. Il me met la pression pour que j'avorte, il est catégorique, je m'en vais si tu n'avortes pas. Voilà les expressions qu'on peut entendre. Mon mari veut que j'avorte, il ne veut pas d'un deuxième enfant. Et puis certaines femmes expriment parfois des situations véritablement de violence physique quand elles nous disent il me menace d'avorter, sinon il me le fera payer, j'ai peur pour ma sécurité et celle de mon enfant. Ou encore il m'a jeté dehors et m'a menacé de venir me frapper jusqu'à ce que je perde l'enfant si je décide de le garder. Donc ça va très loin. En fait, le lien entre IVG et violence est peu étudié. Très peu de médecins posent systématiquement la question des violences aux femmes réalisant une IVG. Or, on sait que pour 40% des femmes concernées chaque année par des violences du conjoint, celles-ci ont débuté à la première grossesse. On voit bien que, alors qu'on prétendait les libérer, les femmes sont bien souvent sommées de choisir entre le conjoint et le bébé, et presque leur vie et le bébé. Et contrairement à ce qui est véhiculé, toutes les femmes n'avortent pas librement et par véritable choix. Outre la pression du compagnon ou de l'entourage pour les plus jeunes, beaucoup de femmes qui s'adressent à notre service d'écoute confient se tourner vers l'IVG à contre-cœur par peur de perdre leur emploi ou pour des raisons financières ou peur de l'avenir. En 2020, d'ailleurs, les statistiques officielles ont montré que les femmes aux revenus les plus faibles ont davantage recours à l'IVG que les plus aisées. Et on voit combien l'avortement s'avère en réalité un marqueur d'inégalité sociale qui devrait préoccuper les pouvoirs publics. La sénatrice Laurence Rossignol, plaidant pour un renforcement de la loi sur l'avortement en 2021, reconnaissait pourtant ces situations. Elle disait que certaines femmes peuvent être confrontées à des changements importants dans leur situation matérielle, sociale, affective, qui ne leur permettent plus de poursuivre leur grossesse. Séparation, exclusion familiale, perte d'emploi ou de logement. Son plaidoyer, pourtant, était orienté uniquement vers l'accès facilité à l'avortement. Car si la femme n'est pas clairement décidée à poursuivre la grossesse, rien n'est proposé en termes de soutien au prétexte de ne pas l'influencer, mais aussi sous la menace d'un délit d'entrave. En fait, les femmes confirment finalement la pauvreté des échanges lors des consultations d'IVG. Elles se sentent souvent ignorées dans leur détresse. Et dans beaucoup de cas, l'avortement ne se présente pas comme une liberté, mais vraiment comme un devoir. Pourtant, il est reconnu que l'avortement n'est pas un acte anodin, et c'est cette expression qui est reprise régulièrement dans les débats. Tout un courant de la psychologie tente de justifier en proposant aux femmes de donner un sens à l'avortement pour éviter toute culpabilité. Pourtant, nous constatons qu'étouffer les pressions, les malentendus et les conflits intérieurs qui peuvent conduire à l'IVG constitue une forme de violence psychique à dénoncer pour éviter le plus possible ces situations. En conclusion, que l'avortement soit considéré comme une liberté ou non, et même si les oppositions sur ce sujet demeurent irréductibles, cela ne doit pas empêcher notre société de protéger les femmes qui veulent et pourraient éviter l'IVG. Tout un champ de la prévention et de l'avortement par l'accompagnement, le soutien, l'écoute pourrait contribuer à résoudre un grand nombre de drames personnels en présentant aux femmes d'autres perspectives que l'avortement. C'est en cette direction que nous œuvrons à Evita. Et puis nous voyons une évolution pointée. Une jeune génération de femmes remet en cause les normes en matière de sexualité et de procréation. Pourquoi ? Parce qu'elles ne veulent pas que leur corps soit médicalisé à vie, et elles critiquent le déséquilibre qui s'est installé au détriment des femmes, et elles proposent une approche plus écologique qui prend en compte les rythmes féminins.
Alors, cela demande d'impliquer les hommes dans le respect de la temporalité du corps des femmes. Voilà un enjeu social et écologique qui pourrait renouveler le rapport à la sexualité et à la vie, et dans une approche d'une maternité et d'une paternité authentiquement responsables. Nous allons continuer et conclure notre séquence Une réalité à écouter avec notre deuxième grand témoin, Christian de Cacrès. Nous l'avons invité à témoigner sur un sujet auquel il est confronté pratiquement tous les jours et depuis des années. C'est probablement la réalité des réalités, la mort. Il va nous aider à envisager la vie autrement, à comprendre que la conscience de la mort transforme notre vie en élan. Et nous le savons, certaines personnes, parce qu'elles ont été confrontées à une expérience profondément transformante, ou même parce qu'elles ont frôlé la mort, redécouvrent une sorte de science de la vie, comme si la proximité de la mort faisait naître à l'urgence de vivre, comme si, quelque part, le consentement à la fin était en réalité un consentement à tout ce qui doit se vivre. Il est interrogé par Jeanne Bertin-Hugo. Christian de Cacrès. Christian de Cacrès, bonjour. Bonjour Jeanne. Vous êtes le directeur du service catholique des funérailles et à ce titre, vous rencontrez régulièrement des personnes, des familles éprouvées par le décès d'un proche. Vous êtes aussi animateur d'une émission de radio qui s'intitule « Conversation sur la mort et donc sur la vie ». Et vous y recevez des personnalités qui partagent leur expérience du décès et du deuil. Ça fait des années que vous pensez le décès et le deuil et vous avez écrit de nombreux ouvrages. Le tout dernier s'appelle « Vivre en mortel ». Son titre nous interpelle et nous allons en parler. C'est la mort qui transforme la vie en don, nous dit François Cheng. C'est la conscience de la mort qui transforme notre vie en élan. Vous pensez que la vie a besoin de la mort ? Oui, je pense que ce que François Cheng a dit ce jour-là sur ce plateau de télévision, tout le monde l'a écouté avec une infinie attention, a semblé acquiescer. Et pourtant, je pense que nous vivons l'inverse. Et l'homme a toujours eu du mal à intégrer sa finitude, différemment selon les époques et selon les civilisations. Mais là, aujourd'hui, à l'époque que nous vivons, particulièrement, et c'est même daté historiquement, dans les sociétés occidentales, un puissant mouvement d'occultation de la mort s'est mis en place. C'est arrivé après la Seconde Guerre mondiale. Les causes en sont multiples. Je pense que l'évolution du rapport à la médecine a joué un rôle très important, parce qu'à mesure que, et on s'en réjouit tous, un certain nombre de pathologies ont été soignées, et que donc cette terrible mortalité a reculé, que l'espérance de vie a augmenté, eh bien, s'est développée l'idée que, au fond, le développement allait peut-être de pair avec une durée de vie toujours plus longue et surtout, un état d'esprit dans lequel cette réalité de notre finitude s'effacerait au profit d'une vie pleine de divertissements tout pascaliens. Et en tout cas, sans cette conscience dont François Cheng dit combien elle est source de davantage de goût de vivre, d'intensité de vivre. Oui, vous dites que peut-être le mal de nos contemporains, c'est de ne plus parvenir à intégrer la mort comme faisant partie du destin de tout vivant. Est-ce que c'est ça que je comprends ? Absolument, absolument. Et d'ailleurs, moi j'en ai fait l'expérience à titre personnel parce que, étant amené dans le cadre de mes fonctions professionnelles à parler de cette question de la mort, je me suis aperçu assez vite que dans mon auditoire, en dehors des professionnels, je dirais, de l'accompagnement, bien souvent, les gens, in petto, sans doute se disaient, bon, c'est intéressant ce qu'il me dit, mais je suis assez bien en forme, donc a
priori, je ne devrais pas mourir tout de suite. Autour de moi, ça tient toujours, il n'y a pas de deuil. Donc je sentais, si vous voulez, que l'intérêt tout intellectuel ne passait pas la frontière de l'être, des êtres que j'avais en face de moi. C'est une analyse qui ne tient qu'à moi, mais à laquelle je donne une certaine forme de vérité. Et dès lors, et donc tout ce cheminement, parce que ça fait quand même une trentaine d'années que je travaille sur cette question, et tout mon cheminement a consisté à creuser cette question de la mort sous l'angle de l'ici et maintenant, dans ma vie, quel que soit mon âge, quel que soit mon état de santé, tout être humain, dans cette perspective-là, est potentiellement concerné, non pas de façon macabre, mais comme une grande sœur en sagesse. Alors les références abondent, il y a bien sûr François Cheng, mais avant lui, il y a eu François d'Assise, dans le Cantique des créatures, qui nous dit « Béni sois-tu Seigneur pour notre sœur la mort ». Allez répéter ça dans la rue tout à l'heure, vous allez voir ce que vous allez entendre. Et pourtant, il y a une grande sagesse à bénir notre sœur la mort. Non pas que nous soyons des êtres faits pour la mort, mais si nous sommes des êtres faits pour la vie, et c'est ce que François Cheng exprime bien mieux que moi, si nous sommes des êtres faits pour la vie, alors cette vie prend sens dès lors qu'elle est marquée du signe de sa finitude. Regardez, la discussion que nous avons ensemble, on ne va pas la rejouer dans 1 heure, dans 2 jours. Elle est unique, toute rencontre est unique. Et voyez-vous, à partir du moment où nous prenons davantage conscience de cette réalité que tout d'ici est fini, il en découle une dimension de l'existence que, pour beaucoup, notamment dans les jeunes générations, on n'a pas connue ou on a perdu. Et c'est très, très, très dramatique au sens fort du terme. Et je crois que vous faites le lien dans l'histoire moderne, entre le bouleversement du rapport à la mort et le bouleversement du rapport à la nature. C'est vrai qu'aujourd'hui, où la conscience du péril écologique, du péril lié au changement climatique s'accroît, eh bien, nous prenons conscience que cette terre, nous l'avons dévorée. Nous l'avons dévorée comme un bien infini, donc étranger à toute forme de mort. Et il a fallu un certain nombre d'analyses scientifiques pour qu'on commence à parler de biodiversité qui perd de sa diversité, enfin pour qu'on prenne conscience de tous ces cataclysmes à bas régime qui, en cumulé, mettent la vie sur Terre en péril. Peut-être pour revenir à ce qu'on disait, j'ai eu la chance de vivre une session se réconcilier avec la mort. Est-ce que vous voulez nous en parler un peu? Quelle est l'intuition de ces sessions? Entendons-nous bien, se réconcilier avec la mort, c'est pas se réconcilier avec le scandale de la mort. Nous ne sommes pas, je le répète, faits pour la mort. Mais se réconcilier avec sa condition de mortel, sûrement. Et pour le permettre de vivre un temps fort, eh bien, effectivement, nous avons initié une session et je suis très, très heureux de cette initiative. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'elle n'est pas fondée sur une parole de sachant, même s'il y a des petites vidéos dans les 3 séquences que nous proposons aux gens de vivre, des vidéos de gens qui ont des choses à dire, évidemment, sur ce sujet-là, mais le plus important n'est pas là. Le plus important se vit dans des petits groupes, et dans ces petits groupes, nous disons à chacun des membres, faites-vous confiance à vous-même et aux autres, considérez que vous êtes tous potentiellement sources les uns pour les autres. Et ça, c'est une merveilleuse découverte. Voyez-vous, je crois que sur la question de la mort, comme sur aucune autre question propre à l'existence humaine, nous avons tous quelque chose à dire. Et je vais même dire plus, nous avons tous à dire quelque chose d'intéressant, qui se fonde dans notre histoire singulière, mais qui peut pour chacun être une nourriture pour la route. Nous sommes tous sources les uns pour les autres, potentiellement, sur cette question-là. Nos deuils, notre façon d'entretenir cette relation avec cette grande sœur en humanité qu'est la mort, eh bien, peut intéresser nos frères. Et je dirais même que ce que je vous décris là va être de plus en plus vrai dans le monde qui vient. Vous voulez que je le développe? Oui. Eh bien, moi, je pense que dans la petite musique médiatique qui nous environne, et qui nous annonce toujours plus haut et plus fort
le péril planétaire, la remise en cause même de la vie sur cette planète. Eh bien, la question qui nous est posée à tous, c'est évidemment de savoir comment faire vie de cette menace de mort. Je m'explique. Il y a plusieurs façons de réagir à une menace. La première, ce sera de l'occulter, une fois de plus, sans détourner, mais ça va devenir de plus en plus difficile. Quand il fait 45 degrés l'été, qu'une sécheresse terrible entraîne des incendies, j'en passe, et malheureusement des pires encore, il devient difficile de se cacher cette réalité. Alors de l'affronter, ça peut entraîner la peur. Et la peur n'est pas forcément qu'une mauvaise conseillère. En l'occurrence, face à ces périls que j'évoque comme ça à grands traits, cette peur peut être aussi un révélateur, un levier, quelque chose qui va nous inciter à nous poser la question, mais que vaut cette vie ? Voyez-vous, entre ce que je viens de dire et une vie d'étourdissement dans toutes sortes d'occupations distrayantes, mais sans fondement et sans interpellation vitale, je ne dis pas que je souhaite le chaos et l'apocalypse, mais je dis juste que quand je parle de faire vie de cette menace de mort, je dis face à ce destin commun qui, je le crois, nous attend, eh bien, il y a matière pour plus de vie, pour une plus grande intensité de vie, et non plus pour l'être isolément, mais pour l'être collectivement. Et ce que je vous décris, si on observe le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, est déjà à l'œuvre. Parce qu'on se dit tous, lorsqu'on se retrouve entre parents, entre amis, que de périls, que de troubles dans ce monde. Personne ne peut le nier. Mais en même temps, que de liberté d'invention, que de pousses vertes nous environnent aujourd'hui. Il y a quand même une floraison de... Alors il faut avoir le regard pour les discerner, pour les voir, mais au milieu de la déconstruction se loge une forme d'émergence de plus de vie. Et des penseurs, on peut dire que la mort règne masquée. Est-ce que vous partagez ce constat ? Elle règne masquée dans une société qui l'occulte, ça c'est sûr. Je suis bien placé pour le savoir, parce que je peux vous dire que dans le domaine funéraire, depuis le milieu du siècle précédent, on a été prié d'être la périphérie de la vie sociale, avec une hyper-concentration de la mort. On l'a oublié, mais sur cette historique-là, il y a eu une époque dans les années 60-70 où les hôpitaux ont externalisé leurs chambres mortuaires. On ne devait plus mourir dans les hôpitaux, et encore moins y demeurer. Bon, tout ça est folie, tout ça a évolué. Donc oui, une société qui occulte la mort fait que celle-ci règne masquée, et comme tout ce qui est masqué, ça devient irregardable. Il y a dans les années 50 un article qui a fait date, qui était écrit par un sociologue britannique qui s'appelait Geoffrey Rodler, un nom comme ça, et qui s'intitulait « Pornographie de la mort ». Incroyable comme titre. Et c'était pour dire combien cette réalité marginalisée dans le champ social prenait à l'identique de la pornographie ce côté obscur, caché et en même temps fascinant qui attire tant les regards malsains. Et depuis 30 ans que vous travaillez dans le secteur funéraire, est-ce que votre regard sur la mort a évolué ? À titre personnel, c'est un chemin de conversion, ça je ne vous le cacherai pas. C'est un chemin de conversion d'abord dans l'ordre de la rencontre de l'être souffrant, parce que moi j'ai démarré plutôt dans des fonctions de bureau, enfin j'étais responsable de communication, etc. Bon. Et puis en évoluant, en créant le service catholique des funérailles, je me suis trouvé premier de cordée, et donc dans ce travail d'organisation des obsèques, et avec une pression très, très légitime, mais aussi difficile à porter, qui était de dire on va faire ce métier de funéraire, qu'on appelle vulgairement croque-mort, sans dire que tous les autres sont des ânes et qui font les choses mal,
Mais si on le fait au nom du service catholique des funérailles, donc de la foi chrétienne, c'est pour y semer une graine particulière. Donc c'était rude de porter cette attente, cette pression. Mais la découverte est à la mesure de l'incertitude, c'est-à-dire qu'elle est immense, cette découverte. C'est une vraie pépite, si vous voulez. Si on arrête de considérer que d'organiser des obsèques, c'est de vendre un cercueil, et si on remplace ça par ce que c'est vraiment, c'est-à-dire construire un parcours rituel qui va être chemin symbolique, mais chemin annonciateur du deuil, de ce qui va se vivre pendant le deuil. Parce que considérer les obsèques, ça se passe en moyenne 4-5 jours après l'annonce du décès. Donc on est vraiment dans cette étape du deuil qui s'appelle la sidération. Et c'est en même temps le moment où on va demander à ses proches de faire pèlerinage derrière la dépouille, et au long de ce pèlerinage, de vivre, presque de gestuer, j'ai envie de dire, toutes les étapes du parcours du deuil. La sidération est vécue en face de la dépouille mortelle. Comment nier la perte face à ce corps inanimé? Et comment ne pas se laisser interpeller par ce que nous dit cette dépouille que la vie a quitté? C'est-à-dire comment ne pas entendre, alors ça peut prendre ensuite bien sûr des mois et des années, mais que ce qui se localisait dans la chair se localise à présent potentiellement, si j'y consens, dans l'esprit. Vous voyez, cette mutation, c'est colossal ce que je suis en train de vous dire. Humainement, c'est énorme. Et pourtant, c'est symboliquement et parfois malheureusement à la dérobée dans un salon d'une chambre mortuaire avec 10 minutes, 15 minutes au plus pour le vivre. Mais peu importe, cette confrontation avec la dépouille va permettre de nommer ce que sera cette étape du deuil. Puis la célébration, souvent dans un lieu de culte, va permettre d'ouvrir davantage. Et c'est dans cette ouverture au collectif que la question du sens va pouvoir véritablement résonner. Le sens de la perte, je ne le trouve pas, moi, face à mon défunt et ma peine. Je le trouve entouré de tous ceux que le défunt a côtoyés, aimés. Et c'est dans cette interaction que je vais recevoir beaucoup de sens. Et puis ensuite, la dernière étape, qui est celle, quand c'est une inhumation, de la mise à distance de cette dépouille pour signifier un lieu de pèlerinage. Et déjà est à l'œuvre, symboliquement, l'héritage spirituel à travers la sépulture. Parce que, justement, qu'est-ce qui fait que les funérailles permettent justement de recevoir cet héritage? Eh bien parce que elles sont mouvement, elles sont vie, elles sont déplacement. Vous savez, l'expression le déplacement dans une visée ignatienne, ce n'est pas que quelque chose de physique, même s'il y a bien ce déplacement, 1, 2, 3 étapes, donc 3 temps avec à chaque fois des déplacements. Mais plus profondément, ce que ça porte symboliquement, c'est un déplacement intérieur dans l'ordre de la psychologie et dans l'ordre de la spiritualité. Oui, je consens, va vers ton Créateur, je ne te retiens pas, mais tu resteras gravé en moi comme une petite lueur qui me guidera vers l'amour vrai, vers la vérité. Voilà, c'est ça la force du symbolique. Et c'est à l'œuvre au long de ce parcours qui est broyé, maltraité par la modernité, par la grande ville, par la pression, parfois par toutes sortes de phénomènes exogènes, un petit-fils qui passe des examens, un entretien d'embauche et on n'aura pas le temps de s'arrêter. Mais si, on va s'arrêter. Il faut s'arrêter. C'est votre humanité qui l'impose. Parce que sinon vous vous faites violence, une violence insurmontable. Non, c'est vraiment des moments extraordinairement précieux. Vous savez, moi, si j'ai consacré toute ma vie professionnelle, c'est pas par hasard. C'est parce que je suis témoin plein d'esprit de contemplation de ce qui se joue là, qui se joue dans un temps défini, dans un cercle fini, mais au profit d'une vie, de toutes les vies et de toute l'humanité. Enfin, c'est vraiment extrêmement puissant. Il y a un enjeu qui est celui de la présence des professionnels au moment des funérailles. Pouvez-vous nous parler de cette présence? C'est une présence qui sollicite beaucoup de temps, parce que ce parcours rituel, et d'ailleurs depuis toutes ces années que je travaille dans ce domaine-là, ne cesse de se rallonger. C'est comme si les gens voulaient
et je m'en réjouis, prendre de plus en plus de temps, pour un certain nombre d'entre eux en tout cas, pour célébrer l'adieu. Donc on va avoir 2 étapes le matin et une 3e l'après-midi. Et donc ce temps donné, parfois, peut paraître long et vide de sens. Et avec toutes ces années d'expérience, j'ai pris conscience que c'est cette qualité de présence qui touchait le plus. Quand vous accompagnez les gens dans ces moments-là, et que tout se passe bien, on vous remercie bien au-delà de ce que vous avez réellement fait. Et cette reconnaissance, j'ai compris qu'elle prenait racine dans la présence auprès d'eux. Et singulièrement, vous voyez, pas une présence qui consisterait à aller fumer une cigarette à l'extérieur du lieu de célébration, par exemple, mais une présence authentique, au milieu d'eux, qui est tout à fait la place qui est celle des gens du funéraire, s'ils veulent bien, je dirais, s'en donner la peine. Mais dès lors que vous avez rencontré cette famille pour organiser avec elle les obsèques, et donc que vous êtes rentré dans une connaissance interpersonnelle, parce qu'on se dit beaucoup de choses dans ces moments-là, et que vous prolongez cette rencontre par une présence en cérémonie, alors là, sincèrement, en peu de temps, vous dites « mais quel chemin parcouru avec ces gens-là ?» On va s'oublier après, parce que ce n'est pas voué à perdurer cette relation. Mais vraiment, je connais peu de circonstances de l'existence où en si peu de temps, on aille si loin dans une reconnaissance mutuelle, un besoin de l'autre, une main tendue et un échange sur le fond, sur le sens de l'existence. Donc c'est beaucoup de paramètres et du coup, oui, une présence qui, avec l'âge, ce qui est mon cas, s'enracine, s'approfondit, s'enrichit, je dirais. Merci Christian de Cacrès, ce que vous nous livrez est vraiment essentiel et je crois que ça nous rend chacun plus vivant. Merci encore pour ces échanges. Merci à vous. Nous arrivons au terme de notre 2e séquence. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la 3e étape de cette formation qui s'intitulera « Une société à construire ».